Jean Sévilla, bonjour. Vous êtes journaliste, écrivain, historien. Vous êtes rentré au Figaro Magazine en 1981, dont vous êtes devenu le rédacteur en chef adjoint en 1994. Vous êtes aujourd'hui au Figaro Histoire, dont vous êtes membre du conseil scientifique. Vous avez écrit de nombreux livres comme Quand les catholiques étaient hors la loi en 2005 ou Histoire passionnée de la France en 2013. Et nous vous recevons aujourd'hui pour votre dernier livre, Les habits neufs du terrorisme intellectuel, préfacé par Mathieu Boccoté, qui est une version mise à jour et augmentée de votre livre de l'an 2000, Le terrorisme intellectuel de 1945 à nos jours. Alors, on commence toujours par une citation, et je voulais vous faire une citation de Raymond Aron. L'égalitarisme doctrinaire s'efforce vainement de contraindre la nature biologique et sociale, et il ne parvient pas à l'égalité, mais à la tyrannie. Qu'est-ce que vous en pensez ? Formule très juste de Raymond Aron, comme souvent chez lui. L'esprit révolutionnaire consiste toujours à essayer de violer la nature. Ça date, c'est depuis 2 siècles comme ça. Il y a une nature humaine, il y a une nature de société, il y a des règles de la société, il y a des lois de la société. Et l'esprit révolutionnaire, qui est un esprit d'idéologie, non pas de conduite à partir du réel, veut imprimer un schéma tout fait à la nature qui a ses règles propres. Et en général, ça ne marche pas. Alors, les révolutionnaires s'en tirent en forçant les choses, et c'est le recours à la violence. Ça peut être la violence extrême, c'est le sang, c'est la terreur, 1793, mais ça peut être aussi le terrorisme intellectuel. Eh bien, justement, parlons-en du terrorisme intellectuel. Est-ce que vous pouvez nous définir ce que c'est ? Avant de continuer cet entretien, je vous rappelle que notre magazine Invasion migratoire, les coupables est disponible en kiosque. C'est une enquête d'une 100aine de pages sur les ONG, les avocats, les juges, les journalistes, tous ceux qui sont coupables de cette invasion migratoire. Une enquête à retrouver dans les kiosques. Si notre travail vous plaît, pensez à vous abonner à cette chaîne YouTube, à partager cette vidéo et à commenter. Alors, le terrorisme intellectuel, je ne sais pas si je suis père de cette formule, mais je l'ai donc utilisé pour un livre publié en 2000 et qui a eu en son temps un certain succès. Et c'était un secteur, je dois dire, où j'ai été un peu pionnier, parce qu'après j'ai été rejoint, heureusement, par beaucoup de gens sur ce thème-là. Le terrorisme intellectuel, c'est un système qui naît dans l'après-guerre, au moment où le Parti communiste a une position hégémonique en France, dans le monde intellectuel. Alors, c'est un système qui consiste à évacuer le débat d'idées en insultant son adversaire, en lui ôtant le droit à la parole, en lui collant des étiquettes qui sont censées lui ôter toute légitimité à s'exprimer dans l'espace public. Alors, après-guerre, il y a eu une opération de manipulation des esprits, puisque, évidemment, Hitler a été vaincu en 1945, et parmi les vainqueurs du nazisme, il y avait l'URSS. Je me réjouis évidemment que le nazisme était écrasé. Maintenant, il y a une ambiguïté, puisque le nazisme, un système totalitaire et criminel, a été aussi écrasé évidemment par le sang du peuple russe, bien évidemment, mais enfin par une puissance. L'URSS était une puissance qui n'était pas une puissance démocratique, c'était une puissance totalitaire. Et donc il y a une opération de manipulation des esprits qui s'opère après-guerre, puisqu'il y a le camp du mal, c'était Hitler, et en face, il y a le camp du bien. Et donc dans le camp du bien, il y a Staline, il y a l'URSS, il y a le communisme, les communistes. Donc opération qui est devant une opération de passe-passe. Et donc, à partir de là... Même si les communistes ont eux-mêmes collaboré jusqu'en 1941. Alors, évidemment, cette opération de passe-passe fait l'impasse sur le passé récent du Parti communiste, le fait que le Parti communiste qui a approuvé le pacte Hitler-Staline à l'été 1939 a été ensuite interdit, non pas par Vichy, mais par la Troisième République, que l'humanité a été interdite, que par la Troisième République toujours, que le Parti communiste, les communistes ont essayé, après la tragique défaite de la France en mai-juin 1940, ont négocié avec les Allemands pour essayer de faire reparaître l'humanité à Paris, tentative qui a échoué, et ensuite les communistes sont dans une situation qui est objectivement de collaboration, on va dire, en tout cas de non-belligérance avec les Allemands qui sont les occupants. Et les communistes sont entrés dans la résistance seulement en 1941, après qu'en 1941, l'été 1941, l'Allemagne nazie a attaqué l'URSS, et donc dans ce cas-là, toujours l'alignement sur Moscou, évidemment, les communistes entrent dans la résistance, dans laquelle ils ont payé un prix certain, ils l'ont majoré après-guerre, ils parlaient
partie des 75 000 fusillés, la recherche a montré que les Allemands ont fusillé en tout, en France, autour de 15 000, 20 000 personnes, ce qui est déjà beaucoup, mais toutes tendances confondues. Bon. Mais les communistes payent un prix certain. Alors évidemment qu'ils avaient des visions politiques. Ils n'excluaient pas une tentative éventuelle de prise du pouvoir au moment de la victoire, du départ des Allemands. Ça ne s'est pas fait. Il y a eu De Gaulle. Enfin, le système a été un peu... a mis fin à certains projets que menaient les communistes. Mais enfin, ils se sont auréolés donc de cette participation à la résistance, dans laquelle ils se donnent le premier rôle, ce qui est un mensonge historique, puisque la résistance, ils n'y sont entrés qu'en 1941, et en sens inverse, de l'autre côté, parmi les tout premiers résistants, il y a eu des hommes de droite, et certains qui venaient de la droite nationaliste, de la droite royaliste. Donc tout ça est occulté. Et donc, toute puissance du Parti communiste est une séduction extrêmement forte pour le communisme chez les intellectuels français. Il y a un moment où vraiment le communisme est une sorte d'alpha et d'oméga, et où l'anticommunisme devient en quelque sorte une sorte de faute morale. Être anticommuniste, c'est être hostile à ceux qui ont participé à la défaite de Hitler, c'est donc être coupable au fond du nazisme, donc être fasciste. Voilà. Donc cette opération de manipulation des esprits est fondée sur un amalgame, et c'est ce qui va rester. Donc c'est ça le terrorisme intellectuel. Alors la dominante idéologique va changer avec le temps. Après le communisme, on aura le tiers-mondisme, on aura les idées de 68. Enfin, l'idéologie dominante, les idéologies se sont succédées, ne sont pas les mêmes. Mais le système est resté. Et voilà, c'est terrorisme intellectuel. Pour dire les choses très brièvement, c'est un système qui consiste à éluder les débats de fond, les débats politiques sociaux de fond, en ôtant la parole à son adversaire, en lui collant une étiquette qui lui interdit de prendre la parole. Il est raciste, il est fasciste, il est nazi, il est etc., etc. Il est antisémite, il est homophobe, il est transphobe. Enfin, ça, c'est les étiquettes d'aujourd'hui. Et donc, à partir de là, il n'a plus le droit à la parole. Donc, on ne parle pas de ces objections. Voilà. Donc, c'est un système non démocratique, puisqu'il consiste à éliminer tout débat et à faire qu'il y a des bons citoyens et des mauvais citoyens. Beaucoup d'écrivains, de chercheurs, de sociologues français ont payé le tribut de ce terrorisme intellectuel. Je pense en particulier à Michèle Tribala, qui est une femme de gauche, chercheuse au CNRS, Jérôme Fourquet ou Christophe Guilluy. Comment ces gens qui pourtant avaient l'air bons sous tout rapport ont pu subir ce terrorisme intellectuel et être, pour certains, mis au banc ? Écoutez, dans le cas, par exemple, de Michèle Tribala, donc, c'est une sociologue, une démographe, qui travaillait à l'INSEE. À l'INSEE, pardon. L'INSEE, oui. Qui a commencé à travailler sur les questions migratoires, pour avoir des chiffres précis. Et c'est une femme, en effet, qui vient de la gauche. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'elle soit de gauche, mais enfin, c'était indéniablement son origine. Et à partir de là, on est dans les années 80, donc il y a maintenant une quarantaine d'années. Et donc, à partir du moment où elle travaille là-dessus, elle travaille avec un esprit totalement scientifique, sans préjugés idéologiques ni préjugés politiques, eh bien, elle commence à toucher un domaine qui est un domaine tabou pour le politiquement correct, pour le terrorisme intellectuel, à savoir qu'elle se pose des questions sur l'origine. Elle cherche à tracer dans les courants migratoires d'où viennent les gens qui s'installent en France, etc., etc. Et elle arrive par la simple mathématique, le simple examen des chiffres, à montrer qu'il y a une présence croissante dans la société française de gens qui sont issus d'immigration non européenne, de pays issus de pays non européens. Et donc ça, c'est un tabou parce qu'il ne faut pas le dire. Et donc, Michèle Tribala est victime au sein de l'INSEE d'une position extrêmement forte, de plus en plus forte. Elle aura des grandes controverses, des procès, notamment avec Hervé Lebras, qui est un des pontes de l'INED, de tout cet univers-là. Et donc, parce que uniquement par la question de la recherche, elle dit des choses vraies. Autre exemple, vous avez cité le nom de Christophe Guilluy. Guilluy est un homme qui a travaillé sur ce qu'il appelle la France périphérique, c'est-à-dire la France périurbaine, la France rurale, où il montre que cette France-là, qui est une France abandonnée, il y a la France
des somewhere et des anywhere, comme il dit, l'expression est vraiment tirée de l'anglais. Les somewhere, ce sont ceux qui sont qui ont un enracinement, ils sont de quelque part. Les anywhere sont dans une situation vacante. Et donc, il oppose ces deux univers-là et il montre que la France périphérique, ce sont des gens qui, selon une formule qui avait été employée dans l'espace public, qui roulent au diesel et qui fument des clopes. Et donc, c'est une France abandonnée parce que la France urbaine, la France, c'est celle qui voyage, la France des bobos, la France qui a des facilités financières, et la France périurbaine, la France rurale, au fond, elle est abandonnée des pouvoirs publics. Et donc, il y a une société à double vitesse qui se crée. Mais le fait, comme cette France périurbaine, et depuis 15, 20 ans, 30 ans même, le phénomène s'accentue de plus en plus, une grande part de l'électorat du Rassemblement national, évidemment, s'intéresser aux électeurs du Rassemblement national, par contiguïté, ça veut dire qu'on vous soupçonne d'être vous-même Rassemblement national. Et être Rassemblement national, c'est le péché des péchés. Et donc, ce malheureux Christophe Guilluy, qui est un géographe, qui vient aussi de la gauche, lui aussi, s'est trouvé livré à des campagnes. On l'a accusé de favoriser le discours de Le Pen, de parler comme Marine Le Pen, ou de favoriser Marine Le Pen, parce qu'il faisait des analyses, au fond, sur l'électorat de Marine Le Pen. Donc c'est exactement ça, le terrorisme intellectuel. On prend des personnages d'ailleurs, c'est assez... c'est encore plus frappant quand il s'agit de gens qui viennent de la gauche, parce qu'ils sont eux-mêmes, leur discours, qui est un discours de techniciens par rapport à leur spécialité, par rapport à leur expertise, les conduit à dresser des constats qui ne sont pas ceux de leur ancienne famille d'idées, mais ce sont des constats interdits. Et donc, ils deviennent des personnages interdits. C'est le terrorisme intellectuel. En parlant d'intellectuels qui ont, eux, répondu au terrorisme intellectuel, je pense à Philippe Muret. Philippe Muret s'est beaucoup moqué de ce terrorisme intellectuel et de la gauche. Est-ce que c'est un visionnaire il y a déjà plus de 20 ans ? Plus de 20 ans, oui, parce que d'abord, Muret, si mes souvenirs sont bons, est mort en 2006, et il écrivait, ses grands textes sont des années 90. Alors, il y a une formule qui est restée, qui est extraordinaire, qui Philippe Muret, c'est le camp du bien, l'empire du bien. Voilà. Et c'est exactement ce à quoi on assiste, c'est-à-dire qu'il y a se place dans le camp du bien, l'empire du bien, les gens qui sont persuadés d'avoir les bonnes idées, les références qu'il faut, d'éviter les sujets qui fâchent, et c'est le camp du bien. Donc c'est le camp de la bonne morale, les gens qui s'attribuent eux-mêmes des bons points, et ils incarnent le citoyen parfait, vertueux, ouvert, non fermé, et donc prêt à une société ouverte, mêlée, métissée, puisque c'est le fond de sauce idéologique qui prédomine aujourd'hui. Et donc, ce camp du bien a été, dans des pages extraordinaires, parce que Muret, en plus, c'était un écrivain de race. On a dressé des portraits caricaturaux. Il faut lire Philippe Muret. C'est un très bon dérivatif les jours où on a l'esprit morose. Aujourd'hui, l'un des outils du terrorisme intellectuel, c'est l'antifascisme. L'antifascisme d'opérette, comme aurait dit Lionel Jospin il y a quelques années. Qu'est-ce que c'est que cet antifascisme ? Y a-t-il un fascisme à combattre aujourd'hui en France ? Alors, d'abord, l'antifascisme est une opération de propagande montée par les communistes déjà il y a longtemps. Enfin, on est là il y a très longtemps même. Il y a bientôt un siècle, c'était une opération de propagande montée dans les années 30. C'est le tournant de 1934, au moment où Moscou donne consigne aux partis communistes occidentaux, qui étaient avant classe contre classe et qui étaient opposés aux socialistes, qui étaient considérés comme des bourgeois. Et à partir du moment où il y a non seulement le fascisme en Italie, mais le nazisme qui a monté en 1933 en Allemagne, Moscou décide que le danger est là et donc donne consigne aux partis communistes de faire une alliance avec toute la gauche, donc y compris les bourgeois, je mets les guillemets, socialistes, et même jusqu'aux radicaux, contre le fascisme. Voilà.
Alors cette opération-là va être reprise après-guerre sur cette thématique que j'évoquais au début de notre entretien. Ceux qui, au fond, étaient anticommunistes, au fond, c'était des fascistes, parce qu'au fond, ils regrettaient que Hitler ait été vaincu. Argument des communistes, faux argument, évidemment. Même De Gaulle était traité de fasciste. De Gaulle a été traité de fasciste par le Parti communiste. Donc, en 1947, quand il fonde le RPF, le Rassemblement du peuple français, qui est le parti qui n'a pas duré d'ailleurs, fondé par De Gaulle en 1947, il est traité de fasciste. Raymond Aron, le sociologue libéral, écrivant dans le Figaro, qui n'était pas du tout dans un Figaro très libéral d'après-guerre. Centriste, Raymond Aron. Absolument, c'est un centriste, libéral centriste. Et dépeint comme un fasciste, dénoncé comme un fasciste par son petit camarade de Normal Sup, Jean-Paul Sartre, et par les communistes. La thématique de l'antifascisme va ressortir dans les années 1980, évidemment, avec l'émergence du Front National sur la scène politique française. 1983, Dreux et Européenne de 1984. Le Front National qui avait été fondé en 1972 et qui était un tout petit parti avec de tout petits résultats électoraux, commence à éclater. On était autour à l'époque de 10% de l'électorat, ce qui est un choc pour la France. Et donc, évidemment, on ressort toute la thématique antifasciste. Est-ce que en bonne classification, une bonne typologie politique, je dirais non, le Front National, ni le Front National de Jean-Marie Le Pen des années 80, ni encore moins le Rassemblement National d'aujourd'hui, ne sont des partis fascistes. Alors on peut discuter, est-ce que ce sont des partis populistes ou pas? C'est un terme qui peut prêter à controverse. Je pourrais l'utiliser sur certains plans, pas sur d'autres, mais on n'est pas là, on n'a pas le temps de développer tout ça. Mais enfin, ce ne sont pas des partis fascistes. Le fascisme, c'est le règne d'un parti unique qui utilise la violence, qui cherche à prendre le pouvoir par la violence, par la force. Le Front National ni le Rassemblement National n'ont jamais pratiqué cette méthode-là. Ils se présentent à toutes les élections, ils ne contestent pas les élections, les institutions républicaines. Enfin, donc, ce n'est pas un parti fasciste. Et donc, il n'y a pas de fascisme. Il y a sûrement sur 66 millions de Français, il y a sûrement un certain nombre de fascistes. Enfin, c'est des forces microscopiques, groupusculaires, qui n'ont aucune incidence sur la politique française. Vous l'avez cité très justement, on a eu cet aveu magnifique fait par Lionel Jospin un jour, c'était sur France Inter, au micro d'Alain Finkielkraut, et Jospin, ancien Premier ministre socialiste, parlant de l'époque où il était aux affaires, lui a été ministre socialiste, Premier ministre socialiste, il a été ministre de François Mitterrand, mais Premier ministre de Jacques Chirac au temps de la cohabitation, mais il a dit, à l'époque du mitterrandisme, il n'y a jamais eu de fascisme en France, et donc cet antifascisme était du théâtre. C'est le mot qu'il employait, théâtre. Donc, c'est du théâtre, mais enfin, c'est un théâtre assez efficace qui permet de mobiliser les foules. On l'a vu de façon assez sidérante pour le deuxième tour de 2002. C'est déjà du temps ancien, mais enfin, la quinzaine anti-Le Pen, comme avait écrit encore Philippe Muret... C'était très orwellien. C'était orwellien, oui, tout à fait, orwellien. C'était une espèce de... Et on a créé un monstre, alors qu'il est évident que mathématiquement, Le Pen il n'y avait aucune probabilité, aucune chance, pas moins de chance que Jean-Marie Le Pen soit élu au second tour contre Jacques Chirac, comme dans 2002. Mais donc on a créé, c'est un système de manipulation des foules, quoi, qui a très bien marché. Ils ont mobilisé dans les rues françaises des centaines de milliers de jeunes, notamment, ou de moins jeunes, mais enfin, donc un système qui a marché. On a revu ça, évidemment, fonctionner en 2022. À chaque fois que... ensuite, c'est Marine Le Pen qui a été au second tour, en 2017 et en 2022, on revoit ça. Alors, ça s'est un tout petit peu atténué dans la rue. Je veux dire, on a eu comme Marine Le Pen, d'abord, n'est pas tout à fait son père. Ensuite, quelque part, elle est entrée dans le paysage français, qu'on le veuille ou non. Et on n'a pas eu les grandes manifestations de masse en 2022 oui, 22, c'est bien cela, qu'on avait eu en 2002. Mais enfin, l'antifascisme reste quand même une thématique dominante à gauche, avec cette nuance que, bien justement, s'il y a un moment où ça mord plus. Je veux dire, on voit bien parce que on constate que les classes populaires votent soit les banlieues issues d'immigration votent Mélenchon, soit les classes populaires, la classe ouvrière, ce qu'il en reste en France, parce que malheureusement on n'a plus d'usine, votent massivement pour le Rassemblement national. Donc il y a un moment où le discours antifasciste à propos de Marine Le Pen et son mouvement, de Jordan Bardella, ne fonctionne plus.
Et est-ce que ce terrorisme intellectuel a une emprise sur la politique, c'est-à-dire sur les hommes politiques? Je vous pose cette question parce que sous Lionel Jospin, on avait environ 100 000 immigrés par an qui rentraient dans le pays. Sous Nicolas Sarkozy, qui était considéré comme de droite dure, 200 000. Sous François Hollande, 300 000. Sous Macron, on est quasiment à 500 000 par an. Alors que les Français, eux, à 70%, depuis plus de 20 ans, sont contre l'immigration massive. Est-ce que c'est les hommes politiques qui s'écrasent face au terrorisme intellectuel et font entrer de plus en plus d'immigration dans le pays? Alors, ce n'est pas les hommes politiques qui font entrer les immigrés. Les immigrés, ils viennent d'eux-mêmes. Et qui les laissent rentrer. Voilà, mais qui... Alors, qui leur donnent des visas aussi. Bien sûr. Alors, il y a une sorte de complexe. La droite a longtemps... il y a toujours encore intégré une sorte de complexe vis-à-vis de la question migratoire, parce qu'elle a été marquée par le terrorisme intellectuel, précisément celui des années 80, qui a assimilé toute critique de l'immigration, ou qui a assimilé tout appel à réguler l'immigration à du racisme. Et donc, pour ne pas paraître raciste, entre guillemets, pour ne pas parler comme Le Pen, puisque c'était la thématique, la droite s'est écrasée sur ces sujets. On a vu ça. Il y avait quand même une volonté chez le Jacques Chirac, dans le Jacques Chirac de 1990, le RPR de 1990, il y avait une volonté à droite, dans la droite institutionnelle classique, d'avoir un discours dur, les lois Pasqua, les lois Debré, etc., d'avoir un discours de fermeté sur la question migratoire. Et tout ça a reculé. Et tout ça, non, et même au pouvoir, voilà, ils ont reculé parce que sous la pression du terrorisme intellectuel pour ne pas paraître raciste, pour ne pas parler comme Le Pen. Donc, pour rappel, le RPR, dans son programme en 1990, disait « Immigration zéro et l'islam n'est pas compatible avec la République ». 5 ans plus tard, Jacques Chirac arrive au pouvoir et il y a encore plus d'immigration qu'avant. Absolument. Donc, donc il y a une sorte de... le problème d'une droite qui est peu structurée intellectuellement, c'est qu'elle a intégré... intérioriser au fond les arguments de l'adversaire, et que par peur pour ne pas toujours ce système, pour ne pas paraître parler comme Le Pen, pour ne pas paraître raciste, pour ne pas paraître d'extrême droite, tous les qualificatifs qui sont censés être infamants, eh bien cette droite-là en effet a baissé les bras. Maintenant, c'est une question extrêmement complexe. Je veux dire, on voit comme Giorgia Meloni arrive à des résultats en Italie, mais ça n'est pas si simple non plus, ça. Page 69 de votre livre, vous dites « Chez les révolutionnaires, l'astre stalinien s'est éteint. Par quoi a-t-il été remplacé ?» Là, on est dans les années 50, si vous voulez, après la mort de Staline, le modèle soviétique va pâlir. Il y a le rapport Khrouchtchev en 1956 qui dénonce, Khrouchtchev lui-même dénonce les crimes de Staline. Il y a la révolte de Budapest, la capitale de la Hongrie, qui est occupée par les soviétiques, et cette révolte est matée dans le sang par les chars russes. Donc ça, il y a un recul certain à ce moment-là. C'est plus le communisme soviétique qui séduit. Mais les intellectuels de gauche vont se trouver un nouvel Eldorado, en quelque sorte, un nouvel astre brillant au firmament de leur idéologie. Ça va être la Chine de Mao, ça va être le Cuba de Fidel Castro, ça va être le Vietnam de Ho Chi Minh. Alors, là, les intellectuels maoïstes, ils ont compté jusqu'aux années 70. C'est quand même assez minoritaire. Ce qui a été quand même très largement majoritaire à gauche, mais immensément majoritaire même, c'est la séduction pour Cuba, la séduction pour Fidel Castro. Tous les gens de gauche, à l'époque, les militants de gauche défilaient à Cuba, où on se faisait offrir du rhum et des cigares, et on leur faisait des voyages qui étaient des voyages Potemkin, c'est qu'on leur montrait une réalité qui n'était pas la vraie réalité de la société cubaine, et on n'a pas eu, pendant très longtemps, cette réalité n'est pas connue. Je veux dire, Fidel Castro était un dictateur sanglant. Quand il a pris le pouvoir, c'est assez documenté, on a quand même des livres sur la question, il y a des Cubains exilés qui ont témoigné, etc. Enfin, avec Che Guevara. Avec Che Guevara, absolument. Ils ont fait fusiller des centaines de personnes, des centaines d'opposants politiques, et puis Cuba est devenu une sorte de goulag tropical. Simplement, cette réalité a été une séduction pour Cuba qui a duré très 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 longtemps et qui, quelque part, reste encore dans l'esprit public. C'est toujours le cas quand on voit que Mélenchon défend beaucoup Cuba aujourd'hui. Bien sûr. C'est peut-être l'un des derniers, mais il nous explique que c'est merveilleux qu'on reçoive des médecins cubains en France. Une autre question,
Vous expliquez dans votre livre que pour la gauche, encourager la natalité est une idée réactionnaire. Pourquoi ? Oui, parce que d'abord, la gauche, cette gauche-là, en tout cas, n'aime pas la famille. Elle considère que la famille, que le fait d'avoir ou pas des enfants relève, je dirais, est un choix intime. Objectivement, c'est un choix intime. De toute façon, personne ne peut forcer qui que ce soit à avoir ou pas des enfants. Maintenant, encourager la natalité me paraît relever du bon sens pour un État, parce que les enfants, c'est l'avenir. Une société qui n'a pas d'enfants, eh bien, c'est une société qui condamne son propre avenir et qui scie la branche sur laquelle elle est assise. Voilà. Puis sur le plan économique, une société vieillissante, une société qui n'a plus de dynamisme, qui n'a plus de vitalité, qui n'a plus de... Donc voilà. Mais philosophiquement, il y a une sorte au fond d'animosité de la gauche radicale à l'égard de la famille dite traditionnelle. Or, c'est souvent au sein des familles dites traditionnelles que les naissances sont les plus nombreuses. Et puis, il y a surtout cette idée que, puisque la gauche est immigrationniste, eh bien, cette idée qu'au fond, les enfants qui ne sont pas conçus par les Français, natifs ou non français, enfin, qui seront remplacés par des gens qui arrivent de l'extérieur. Donc, ce refus de la politique familiale est corrélé à une volonté d'accroître l'immigration et de voir l'immigration vraiment comme c'est plus c'est une vision presque historique et philosophique. C'est vraiment l'idée qu'on va changer la population française, on va remplacer la population française ancienne par une société nouvelle, mêlée, ouverte, métissée. Et d'ailleurs, il y a tout récemment, Jean-Luc Mélenchon, dans un discours assez frappant, qui n'a pas été tellement repris d'ailleurs, ça m'a frappé. Je veux dire, les milieux évidemment anti-politiquement corrects l'ont relevé, mais dans le grand public, ça n'a pas été tellement relevé. Il a tenu un discours très sidérant, quoi, où au fond il a dit oui, il y a un grand remplacement. Alors on croyait qu'il n'y avait pas de grand remplacement. Bon, oui, un grand remplacement, c'est très bien. Nous le voulons comme ça, et donc on va remplacer dans les campagnes, etc. On va remplacer peu à peu la vieille population rurale, la vieille population paysanne. On va la remplacer par une population issue de l'immigration, puisque c'est ça qu'il pense et c'est ça qu'il dit. Et donc, c'est un aveu tout à fait considérable. Donc, cette hostilité à la natalité et à ce double versant. Il y a d'une part le refus d'une vision familiale, parce que famille égale morale traditionnelle, égale Vichy, si vous voulez, voilà, travail famille-patrie, donc amalgame. Et puis parce que, au fond, la natalité, ça peut très bien être compensé par l'immigration. La faible natalité peut très bien être compensée par l'immigration, et même doit l'être, au fond. Et est-ce que c'est parce qu'il y a ce combat contre la natalité dans une certaine gauche qu'il y a une mise en avant du transgenrisme, d'idées un peu loufoques, qu'un homme pourrait être une femme pourrait être un homme, ce qui est une mentalité de mort, de stérilité? Oui, alors il y a le transgenrisme qui est quand même la pointe de la pointe des bouleversements anthropologiques qui nous sont imposés depuis 30 ou 40 ans. C'est le dernier échelon. C'est le dernier échelon, mais ils sont capables d'en être autre chose. Enfin, on va voir on va pas. Je pense qu'on n'échappera pas à l'euthanasie, ce qu'ils appellent poliment la fin de vie, mais enfin c'est une expression pudiquement hypocrite. Le transgenrisme, c'est la conséquence ultime de cette vision qui est née en mai 68. C'est de même que mai 68, on a dit c'est de la liberté des mœurs. C'est-à-dire que mai 68, la pensée 68 a voulu dire la vieille morale traditionnelle, chrétienne, judéo-chrétienne, etc., doit être balancée. On fait un système nouveau où, au fond, il n'y a plus de code imposé, il n'y a plus de code en soi objectif. C'est chacun qui se construit son propre système de valeurs. Donc, à partir du moment où chacun se crée son propre système de valeurs, eh bien, chacun vit sa vie comme il l'entend, chacun a la sexualité qu'il entend, et chacun, puisqu'il a vu au bout pour aller jusqu'au bout, au fond, chacun choisit son sexe, puisque la science, théoriquement, le permet. Je suis homme, même si j'ai envie de devenir femme, puisqu'il suffit de vouloir. Je veux changer de sexe, donc
un homme, je vais devenir une femme, ou inversement. Voilà. Donc le transgenrisme, c'est la conclusion, c'est la conséquence ultime de la pensée sociologiste où l'homme se fait son propre démiurge, il se crée lui-même. C'était un homme nouveau, un type d'un homme nouveau, qui, à mon avis, est un... Il y a quelque chose de monstrueux dans ce système-là. Alors attention, qu'on ne se prenne pas, quand je dis monstrueux, je ne dis pas que les personnes qui sont transgenres sont des monstres. Je veux dire, sûrement des gens il existe, objectivement, ça a toujours existé, des gens qui ont des problèmes d'identité sexuelle, qui se posent des questions, mais à ce moment-là, il faut les aider. Moi, ça me paraît parfaitement légitime. Il faut les aider médicalement, il faut les aider psychologiquement, mais je ne vois pas aucune raison pour qu'on change les lois uniquement pour régler les problèmes d'une micro-minorité. Et donc ce transgenrisme qui est quand même très virulent aujourd'hui, est-ce qu'il a une chance d'accoucher sur quelque chose de positif dans le monde qui arrive ? Écoutez, ça, pour moi, c'est de l'ordre du nihilisme. Je veux dire, d'ailleurs, on voit bien, enfin, tous les expériences de transgenrisme, on a des témoignages qui commencent à... Alors, le phénomène est assez récent, donc on manque du recul du temps. Mais enfin, sur un petit temps, on commence à avoir des témoignages de gens qui ont changé de sexe et qui, finalement, se sentent toujours aussi mal, quoi. Avec un simple bon sens, ça me paraît assez logique de se sentir mal si on a vécu toute sa vie ou 30 ans de sa vie comme homme et tout d'un coup de se dire « je suis une femme », à mon avis, ça doit poser des problèmes. Donc, surtout chez des enfants, autant en France. Chez les enfants, alors, ça n'existe pas trop, mais aux États-Unis. Il y a quelque chose, absolument. Il y a quelque chose d'une violence extrêmement terrible. Notamment, enfin, ça a été dit, il y a eu des rapports comme ça. Enfants, voilà. On leur coupe le sexe. Voilà, absolument. Voilà, c'est le problème des mutilations génitales qui, elles, sont irréversibles. Ou alors, enfin, on arrive là dans la chirurgie affreusement compliquée que je ne souhaite à personne. Là, on a des drames qui se créent. On va revenir à la fin du communisme, et j'avais une question. Est-ce que l'Union européenne est la continuité du communisme mental de la gauche ? Parce que vous en parlez, page 205 de votre livre, le bêtisier de Maastricht. Oui, tous les politiques de gauche et de droite soutiennent le traité de Maastricht en 1992. Oui. Il y a même que tous les politiques de gauche et de droite, en 2005, soutenaient le oui, évidemment, au référendum sur la Constitution européenne. Alors, le communisme, je dirais pas cela. Oui, il y a ce côté évidemment totalisant. Je veux dire, il y a c'est l'Europe unie, enfin l'Europe des institutions européennes. Il y en a pas d'autres. Voilà, il y a cette position et qui est une forme de pensée totalisante. Voilà. Maintenant, la source est très différente. Au départ, l'Europe, il y a une mutation au fond du projet européen. Après-guerre, le projet européen a été monté par des démocrates chrétiens, qui étaient d'ailleurs assez en accord avec la pensée du pape Pie XII, pour dire ces guerres européennes sont une horreur, bâtissons des institutions qui vont permettre aux Européens de vivre en paix en soi, entre eux. En soi, c'est un projet, s'il n'était pas... et puis ce projet a commencé à muter. Je veux dire, en soi, moi, que les Européens doivent se parler. Moi, je ne suis pas un anti-européen systématique. Je suis même, en tant que Français, je suis un Européen, puisque la France fait partie de l'Europe. Je ne parle pas des institutions de l'Union européenne, je parle d'une civilisation. Bon. Maintenant... on est passé d'une Europe qui au départ était un système confédéral à un système fédéral, et puis un système qui n'est plus un fédéral. Je veux dire, à partir d'une mutation, à partir des années l'acte unique de 1986, il y a toute une mutation des institutions européennes qui fait que la liberté des nations peut être annihilée dans ce domaine-là. Dès lors que la loi européenne a plus de prévaut sur la loi nationale, dès lors que, enfin, on va multiplier donc l'Europe devient une sorte de cadre qui vous contraint et où se dissout une grande partie de la souveraineté nationale. C'est ça qui me paraît très grave. Alors, en effet, il y a tout un discours qui présentait, qui continue de présenter l'Union européenne comme la seule Europe possible. Moi, je ne le crois pas. Je crois à des solutions alternatives. L'Europe des nations, ça pourrait exister. C'est quelque chose à construire qui ne s'est jamais vraiment fait. Donc, mais on pourrait avoir un système de coopération extrême entre les États européens, pardon, qui respecte l'identité
et la personnalité et les intérêts nationaux de chaque pays, parce qu'il y a des intérêts communs à tous les pays européens dans leur ensemble ont des intérêts communs, mais ils ont aussi des intérêts divergents sur un certain nombre de sujets. Il est évident que la Finlande n'a pas les mêmes intérêts nationaux que l'Espagne, par exemple. Donc cette réalité-là, est malheureusement, est occultée par le projet européen, qui est un projet totalisant. Pourquoi je vous disais, est-ce que c'est la continuité du communisme? Parce qu'aujourd'hui, tous les anciens communistes qui défendaient Mao, Trotsky et compagnie sont aujourd'hui des défenseurs du Parlement, de l'Union européenne. Je pense par exemple à Daniel Cohn-Bendit. Oui, d'accord. Oui, bien sûr. Pour quelles raisons est-ce qu'ils ont quitté le communisme pour défendre l'Union européenne? Est-ce qu'il y a une continuité logique quelque part? La continuité logique, c'est une sorte de défiance à l'égard de la nation. Chez Cohn-Bendit, c'est très fort. En plus, il est binational, puisqu'il est à la fois français et allemand. Il défendait l'international communiste, maintenant il défend l'international européen? Oui, il y a cela. Il y a une sorte de désamour à l'égard de la nation. C'est assez nouveau, d'ailleurs, dans l'histoire, historiquement parlant, c'est dans l'histoire de la gauche. On a eu une gauche républicaine très patriote. La gauche de la Troisième République, c'est vers ma famille d'idées, on va dire, mais enfin, elle était hyper... Il y a un hyper-patriotisme avant 1914 qui est extrêmement fort. Hein. Ça faisait partie du projet républicain. C'était les volontaires de l'an 2, toute cette mythologie-là d'un patriotisme républicain. Aujourd'hui, la gauche, globalement, est devenue internationaliste, sans frontiériste, fédéraliste. Il y a un désamour historique entre la gauche et le concept de nation. Alors, on a parlé du terrorisme intellectuel, mais il faut parler des outils que la gauche utilise pour imposer le terrorisme intellectuel. Je pense en majorité aux médias qui sont majoritairement de gauche. Comment est-ce que cette presse entière, quasiment entière, a pu devenir de gauche et terroriste intellectuel? Alors, c'est dans les années 60, à l'époque du gaullisme triomphant, la droite qui était au pouvoir, la droite gaulliste qui était au pouvoir, a abandonné le monde de la culture à la gauche. La droite faisait de l'économie, elle faisait de la géopolitique, et se disait il faut bien laisser quelque chose à la gauche. On a laissé la culture. La culture, ça n'a pas grande incidence. Alors que l'inverse n'existe jamais. La gauche ne laisse jamais quelque chose à la droite. Absolument. Voilà. Mais ce qui fait que l'ensemble du monde culturel a été dominé par la gauche. Voilà. Alors, l'information, pour autant, les médias, à l'époque du gaullisme, étaient très encadrés. C'était la télévision d'État, la Voix de la France. Il existait un ministre de l'Information qui, tous les jours, téléphonait aux directeurs de chaînes pour leur donner des consignes sur ce que devait dire le journal télévisé de 20h, sur la façon dont l'actualité devait être commentée. Alors, ça, évidemment, ça nous paraît préhistorique. Et ça, je crois pas ça a disparu, et je crois pas qu'on ait perdu avec cette disparition-là. Bon. Donc il y a eu un éclatement du paysage médiatique. Le monde médiatique général, globalement, penche à gauche. Pourquoi? Parce qu'il participe du monde culturel et qui lui-même penche à gauche. Parce que la profession de journaliste, pour être précise, il y a un système d'endogamie, de reproduction. Au fond, c'est un petit monde qui se reproduit, et puis qui était aussi lié à l'existence d'un certain marché du travail, si vous voulez, pour un jeune homme ou une jeune fille qui voulait faire carrière de journaliste. Autrefois, enfin, il y a encore 30-40 ans, s'il avait des idées de droite, télévision, il n'y avait pas grand-chose. Voilà, presse écrite, il y avait Le Figaro, il y avait Valeurs Actuelles, et puis en dehors de ça, il n'y avait à peu près rien, si vous voulez. Voilà. Alors maintenant, le paysage a été renouvelé. Il y a un grand industriel, aujourd'hui honni par la gauche, qui est Vincent Bolloré, qui a entrepris de bâtir un empire médiatique important, qui donne évidemment un espace à la pensée, à l'expression de la droite et des conservateurs. C'est assez nouveau, voilà. Donc, et puis il y a toutes les... Ça crée au fascisme.
Évidemment, ça, il est accusé. L'hégémonie est passée de 99% à 95% à gauche dans les médias, et on dirait que c'est la fin du monde. Voilà, exactement. Alors, donc, justement, c'est cette nouvelle répartition, enfin, le fait que la droite a une voix médiatique, une petite voix médiatique, mais enfin, qui est quand même, qui n'est pas négligeable. Mais donc, on a dit, c'est le triomphe de l'extrême droite qui s'est emparé de tous les médias. Donc, c'est une vision mythique parce que, par exemple, CNews, c'est une télévision que personnellement j'apprécie beaucoup, mais je crois que, si je ne me trompe pas, c'est 3% de part d'audience. Les chaînes publiques, c'est 22 ou 23% de part d'audience, si vous voulez. Voilà. Alors, sur les chaînes publiques sur lesquelles on n'entend jamais un journaliste de droite, et où tous les journalistes, tout le commentariat, comme on dit aujourd'hui, tient un discours qui est un discours progressiste, de gauche, etc. Donc, la partie n'est pas gagnée. Je pense que des brèches ont été ouvertes dans le mur du politiquement correct, du terrorisme intellectuel, mais la partie n'est certes pas gagnée. L'autre massue dans la main gauche de la gauche, c'est les juges. Les juges, aujourd'hui, arrivent à faire taire beaucoup de gens, beaucoup de procès bâillons. Nous, on sait ce que c'est chez Frontières. On a beaucoup de procès bâillons qui essayent de nous faire taire à cause de nos enquêtes. Est-ce que la magistrature fait partie du terrorisme intellectuel ? Bien sûr. Alors, je ne vais pas trop insister sur ce domaine-là dans mon livre, même si j'en parle, parce qu'il y a d'autres très bons livres qui sont parus sur le sujet. Enfin, le syndicat de la magistrature, qui a été fondé après mai 68, était fondé sur une philosophie très mai 68 qui disait soyez dur avec le bourgeois et indulgent avec l'ouvrier et avec le pauvre. Voilà. Avec le voleur même. Et même avec le voleur, absolument. Vous avez raison. Donc, une vision idéologique de la justice, et le syndicat de la magistrature représente, grosso modo, remporte le tiers des voix aux élections professionnelles dans la magistrature. Donc, on a une magistrature en France qui est pas toute la magistrature, mais une grande part de la magistrature qui est très orientée à gauche, et qui est même, c'est de la part qui est orientée à gauche, est très à gauche, très militante, en fait. Voilà. Et donc, en effet, ça fait partie, d'une certaine manière, des nouveaux. C'est pas vraiment une nouveauté, mais je veux dire, on est sous la menace des procès s'est accélérée. Dès les années 80, les menaces des procès, ça allait. Hein, je veux dire, Jean-Marie Le Pen en a eu. Voilà. Maintenant, il y a une accélération. Je veux dire, c'est parce que les procès menacent tous les médias alternatifs, ce qu'on écrit sur les réseaux sociaux. Valeurs Actuelles a été condamné. Elle a été condamné, absolument. Ce qui s'écrit sur les réseaux sociaux peut être condamnable. Alors, moi, les réseaux sociaux, je suis aussi un petit peu réticent parce qu'on voit des commentaires sur les réseaux sociaux que je n'assume absolument pas, y compris de gens qui se réclament de la droite conservatrice. Mais je veux dire, moi, je n'assume pas n'importe quoi. Donc, il y a des propos dont je ne me sens absolument pas solidaire. Hein. Tous les adversaires de mes adversaires ne sont pas forcément mes amis. Voilà, bon, je tiens à le dire. Mais en effet, je me suis un peu éloigné du départ de votre question. Enfin, la magistrature, c'est ça. Donc, il y a une judiciarisation du débat d'idées aujourd'hui qui est extrêmement importante, et c'est là où alors on n'a pas toujours, ils vont pas toujours jusqu'au procès, mais la menace du procès est là, et personne n'a envie d'avoir un procès. Parce qu'avoir un procès, c'est des embêtements, c'est de l'argent, ça prend du temps, c'est des soucis, etc. Donc cette menace du procès, au fond, crée un réflexe d'autocensure qu'on observe déjà. Il y a certains sujets qu'on ne peut aborder qu'avec des périphrases prudentes. Et donc, c'est aussi une atteinte à la liberté d'expression. Et cela me paraît, évidemment, ça fait partie des dangers qui nous menacent. Aujourd'hui, en France, on n'a pas le droit de parler d'islam ou d'islamisme. Et dans votre livre, vous rappelez très bien que le terrorisme islamique en France n'a pas commencé en 2012 avec Mohamed Merah, mais déjà entre 1985 et 1986, il y avait eu 14 attentats à la bombe commis par des islamistes en France, pareil entre 1994 et 1996. Est-ce que c'est la gauche qui a interdit
de parler de ce sujet qui est l'islam en France, la présence de l'islam et donc de l'islamisme derrière. Alors, je trouve que vous allez un peu fort en disant qu'on n'a pas le droit de parler de l'islam et de l'islamisme. On a le droit, simplement, on est sous la surveillance, c'est là où il y a du terrorisme intellectuel, évidemment, de puissances qui vont veiller à ce que vous ne fassiez pas, je dirais, d'amalgame. Et que sous prétexte d'attaquer l'islamisme ou le terrorisme islamiste, vous ne fassiez pas un amalgame entre terroriste égale musulman, musulman égale terroriste. Alors, moi-même, je ne pense pas que tout musulman soit un terroriste en puissance, et je tiens à distinguer l'islam, qui est une religion qui peut être pratiquée dans nos contrées européennes de manière pacifique, de l'islamisme, qui est un projet politique visant à une prise du pouvoir dans les sociétés européennes sous une forme éventuellement violente. Le frérisme des frères musulmans est en effet fait dans cette stratégie-là, qui est d'ailleurs une stratégie de non-violence au départ, qui est d'une certaine manière beaucoup plus habile. Ça consiste à faire de l'entrisme dans la société, au fond sans se faire repérer. Alors, précisément, c'est là où le terrorisme intellectuel intervient, et c'est là où, malgré tout, ce que vous disiez était évidemment exact, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit, on est toujours sous la menace, quand on évoque la question de l'islamisme, de dire attention, vous faites un amalgame entre... Voilà. Alors, donc, il faut savoir de quoi l'on parle, c'est pour ça qu'il faut être précis, mais plus les chercheurs sont précis, c'est le cas de Florence Bergeau-Blacker. On a beaucoup reçu chez nous, d'ailleurs. Qui tient un discours qui n'est pas un discours idéologique, c'est une femme, c'est une chercheuse, une scientifique au départ, c'est une formation, du sociologue, et elle tient tout ce qu'elle dit est sourcé, je veux dire, elle avance des faits. Mais cette femme, aujourd'hui, évidemment, elle vit, sa sécurité est assurée par l'État parce qu'elle reçoit des menaces. Et effectivement, je la trouve extrêmement courageuse dans ses propos. Et pourtant, ces propos ne sont pas de nature polémique. Ils analysent froidement la réalité d'une stratégie qui est celle d'un certain islamisme. Et aujourd'hui, ce que veut nous faire croire la gauche, c'est que le terrorisme islamique n'a aucun rapport avec l'islam. Oui, bien sûr, ça fait partie d'une manipulation encore des esprits du terrorisme intellectuel. Vous faites de l'amalgame. Donc, s'il n'y a pas d'islam, il n'y a pas de terrorisme islamique. Est-ce que je le sache ? Évidemment, l'islamisme, il ne peut pas assimiler un musulman à un islamiste, ce n'est pas la même chose, mais il y a une contiguïté. Les islamistes sortent de l'islam. Donc, il faut renvoyer aussi la question à l'islam, de faire sa propre autocritique, et je dirais le ménage chez lui. Un peu d'autocritique de droite. Est-ce qu'il y a déjà eu du terrorisme intellectuel de droite ? Alors, ça peut exister. Il se trouve que moi, mon livre est un livre d'histoire, c'est au fond un tableau de l'histoire politique, un tableau d'histoire politique et intellectuelle française de 1950 à nos jours. Mais précisément, c'est de l'histoire de France. Voilà. En soi, un terrorisme intellectuel de droite peut exister, il a existé. Mais je ne le vois pas à quelle période ? Je ne le vois pas à l'époque moderne en France. Je le vois par exemple aux États-Unis, si vous voulez. Le macartisme dans les années 50. Donc c'est la guerre froide, il y a des procès, le FBI traque les communistes parce que ce sont des traîtres à la nation américaine, etc. Mais il y a des gens qui étaient un peu progressistes ou qui avaient lu un jour un journal un peu de gauche, qui se sont trouvés menacés, avec des carrières un peu brisées, etc., alors qu'ils n'avaient en rien trahi la nation américaine. Je n'ai pas de sympathie pour le communisme ni le communisme américain, mais le macartisme, c'était quand même quelque chose d'extrêmement excessif. Et on peut dire que ça a été un terrorisme intellectuel de droite. Mais il se trouve que moi, j'ai écrit un livre qui est un livre d'histoire de France, si vous voulez. Ça se passe en France. Le sujet de mon livre, c'est la France. Et en France, le terrorisme intellectuel, sociologiquement, politiquement, depuis les années 50, il est de gauche. Voilà. Est-ce qu'on verra un terrorisme intellectuel de droite en France un jour, en 2100 ou en 2200 ? Je ne sais pas, je ne serai plus là. Donc je ne pourrais pas le raconter. Très bien. Est-ce que le terrorisme intellectuel est en train de mourir ?
Non, il ne meurt pas. Il a subi des coups, mais il ne meurt pas du tout. Il est là tous les jours. Enfin, je veux dire, on peut prendre les faits de la semaine écoulés. C'est en permanence. Enfin, je veux dire, un des derniers, par exemple, il n'y a pas très longtemps, au moment où nous enregistrons cet entretien vidéo. Voilà, le magazine L'Express fait tous les ans depuis 20 ans ou 30 ans. C'est une vieille institution. Une fois par an, il réunit tous les best-sellers de l'année précédente. Il y a un déjeuner, on fait une photo de tous les best-sellers, ils sont une trentaine, et puis ensuite, ils ont pris leur champagne, ils rentrent chez eux. Voilà. Cette année, parmi les best-sellers, il y avait Jordan Bardella. Bon, c'est comme ça, c'est un fait objectif qui ne dit rien du... C'est pas un jugement, c'est un fait objectif. Voilà. Eh bien, ça a été une affaire, puisque il y a eu, je ne sais pas combien, il y a 10, 20 ou 25, je ne sais plus le nombre exact, enfin, d'écrivains best-sellers qui ont refusé de participer à cette petite cérémonie organisée par l'Express pour ne pas côtoyer, ne fût-ce qu'une seconde, ne fût-ce que le temps de 30 minutes, Jordan Bardella, parce qu'il trouve ça compromettant. Je veux dire, c'est sidérant. Je veux dire, on leur demandait pas d'approuver Jordan Bardella ni quoi que ce soit. Il était, voilà, on leur demandait de figurer sur une photo, parce que voilà. Mais donc c'est l'infamie par association. Absolument, absolument. Et donc mais dans des exemples comme ça, on en a 10 par semaine. Une dernière question. Comment est-ce qu'on combat le terrorisme intellectuel ? Écoutez, ça suppose du travail intellectuel. Il faut du travailler. Je veux dire, c'est pas simplement en faisant des tweets pour dire les terroristes intellectuels sont méchants. Non, mais il faut des réponses qui soient fondées. Donc, c'est-à-dire quand il y a des faux chiffres, des faux raisonnements, il faut aller aux chiffres. C'est un travail de journaliste de journaliste ou d'historien, mais j'ai toujours pensé que c'est le même métier, moi, qui s'exerce sur une temporalité différente, mais au fond, c'est le même métier. C'est-à-dire qu'il faut aller aux sources, faire une enquête, il faut ressortir les faits et pas simplement des opinions, et pas simplement ses opinions à soi. Voilà. Donc, il faut se fonder sur l'objectif. Voilà. Ça suppose du travail, voilà. Ça suppose du courage, qui n'est pas toujours la vertu la mieux partagée, malheureusement, mais ça, l'humanité est comme ça. Ça suppose une forme de foi en l'avenir, dire non, c'est pas inéluctable, non, c'est pas fichu, non, ça sera toujours comme ça, on peut renverser le courant. Voilà. C'est ce que j'essaie de faire, moi, avec ma modeste échelle, avec mes livres. Je ne publierai pas des livres comme je fais depuis 20 ans ou 30 ans si je crois que ça ne servait à rien. Ce n'est pas pour le plaisir d'écrire, c'est parce que moi j'ai des lecteurs, j'ai des jeunes lecteurs, ça c'est une joie, une récompense de mon travail. Et si je transmets quelque chose, c'est parce que je pense que cette transmission est féconde et elle peut... Il y a des combats qui peuvent être gagnés. Il y a des générations nouvelles qui aujourd'hui émergent. Moi, je l'avais dit brièvement tout à l'heure, enfin, quand j'ai publié mon premier livre sur le terrorisme intellectuel en 2000, j'étais comme très isolé sur ce combat-là. Aujourd'hui, et on était très isolés dans la presse, les journalistes qui pensaient comme moi. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de jeunes confrères, dans ce journalisme, et jeunes essayistes, jeunes historiens, qui pensent à contre-courant et qui sont en lutte même contre le terrorisme intellectuel. Donc, il y a vraiment un espoir qui s'est levé. Et je dois vous avouer que j'ai lu votre livre quand j'avais 20 ans. Donc, il y a 15 ans déjà, et c'était quelque chose qui ouvre les yeux déjà à l'époque. Donc, merci Jean Sévilla. Je rappelle le titre de votre livre, Les habits neufs du terrorisme intellectuel, préfacé par Mathieu Bock-Côté. À tous les auditeurs, je rappelle que le dernier magazine hors série est sorti, Invasion migratoire, les coupables. Courez en kiosque, vous le procurez, ou sur notre site internet. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain entretien.